Alors je pense qu'on est tous d'accord pour dire que l'animation a été magnifique, que c'était supérieur au manga, et on y viendra, mais surtout qu'un personnage a brillé. Nanami! Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne secondaire Serial Chage le Phénix pour parler de l'anime Jujutsu Kaisen et de sa saison 2 si tu suis les épisodes depuis le début, l'épisode 36 ou donc depuis la saison 2, épisode 12, l'âme émoussée. Bien sûr, épisode de l'incident du drame de Shibuya pour les intimes. Et si on est passé sur la chaîne secondaire, j'ai oublié de vous en parler la semaine dernière, mais c'est parce que comme ça me permet de faire moins de montage et surtout de sortir la vidéo plus rapidement et que ça ne dépende pas de mon téléchargement de l'épisode pour avoir des images afin de le monter. Donc n'hésite pas à faire autre chose en regardant cette vidéo ou tu peux rester et me regarder, on peut se boire un petit café, je sais pas. Et déjà, première chose à dire qui va mettre tout le monde d'accord, c'est que le studio MAPPA, mais merci, c'était juste magnifique, vraiment. Je pense que la séquence de Nanami restera ancrée dans les mémoires. Et même tout, en fait, les transitions de Toji à Maki, qui est donc sa cousine avec aussi une restriction innée, vraiment, tout est hyper soigné. Magnifique. Et ça, c'est vraiment agréable d'avoir une adaptation de ce genre-là, donc qui ne recopie pas directement le manga, puisque même le trait de l'auteur, originellement, celui de Gege Akutami, il est très vif, très brut, et ça fait qu'on manque parfois de détails, et c'est un style qui plaît ou qui ne plaît pas. Moi, je kiffe chaque semaine, j'en parle sur la chaîne principale, et je suis subjugué par la chorégraphie et la manière dont il a d'organiser l'espace de ses pages, mais là, c'est totalement différent et le studio MAPPA rend justice à Jujutsu Kaisen. Oui, les événements importants et impactants, ils te laissent de l'impact, hein, tout simplement. Et bien sûr, en fait, c'est ce qui est fou, c'est que, franchement, j'ai lu tout Shibuya et ce passage de Nanami est certes impactant, mais c'est même pas le plus impactant. Mais crois-moi, grâce à l'animation, bah oui, je m'en souviendrai. Et c'est ça qui est beau. Un animé qui rend justice au manga, mais très largement. Évidemment, bien sûr, l'animation va servir un propos qui est, lors de cet épisode, même si en fait chaque épisode ne sert pas forcément un propos parce qu'on est plus dans un événement global assez chaotique qu'à Shibuya, avec limite un tournoi qui part dans tous les sens. Donc là, un épisode qui se concentre plus ou moins sur les classes 1, puisqu'après le scellage de Gojo, ce qui se trouve en dessous des grades S est normalement le grade 1, et là on voit les exorcistes de grade 1 à quel point ils peuvent aussi faire le boulot, tout simplement. À la fois Nanami et Mei qui seront au centre de cet épisode. Bien sûr, on aura d'autres intrigues rapidement, que ce soit Yuji avec Megumi qui retrouve Ino qui est encore vivant, oui, heureusement, parce qu'il s'était fait baffer par Toji la semaine dernière. Dommage pour lui, son sort avait l'air intéressant, mais quand on parle de Toji, c'est Toji, hein. Et voilà, ils n'ont même pas le temps de voir qui a fait ça, que vu qu'ils ont fait tomber la barrière, ils peuvent désormais directement aller chercher Gojo, et c'est la priorité numéro 1, bien évidemment. Donc voilà, petite scène de séparation, là où Yuji le sait, oui, si je meurs, alors tu me tues, compagnie. Voilà, les liens sont créés, c'est une véritable équipe, et le drame de Shibuya va tester ses liens, hein, tout simplement. Et avant de parler du troisième membre du trio, Toji, chaque semaine, c'est incroyable. Non, je ne peux pas, c'est trop dur en fait, voir Toji comme ça, mais c'est magnifique. Tu te rends compte qu'on est dans un arc où Gojo a été scellé, on te disait que Shibuya allait être une folie, le 31 octobre, t'entends parler de ça depuis le début, et il y a même Toji Zenin, Toji Fushiguro, il préférait qu'on l'appelle comme ça, donc qui revient pour éclater tout le monde. Son corps a donc surpassé son âme, comme on l'a vu lors des précédents épisodes avec Geto qui avait réussi à faire bouger sa main alors que normalement son âme n'y était plus présente lorsque Gojo l'a appelé. Ici, le corps de Toji a réussi à réagir et à reprendre le contrôle. Surtout que Toji est
et a une particularité. Il n'a pas d'énergie occulte, même les simples humains ont de l'énergie occulte et donc il a un corps très spécifique et c'est pour ça qu'il va se défaire, même si on n'a pas mis les informations de son âme, du sort de manipulation de la vieille qui l'a ramené à la vie et il va la fumer. Et la scène est légendaire, vraiment. En fait, ça a beau être une petite scène, si on l'analyse, c'est une scène qui rend justice au personnage de Toji, mais qui est juste ultra impactante par la mise en scène, tu vois. Juste Toji qui tue une vieille, ok, on pourrait se dire, ok, bah voilà, et alors? Mais non, vu comment c'est montré, la vieille qui tremble en tenant son collier, comme ça, qui fait, oh, Toji, qu'est-ce qui se passe? Et lui qui arrive vers elle, mais plus avec une animation qui va certes te montrer qu'il est ultra rapide, qu'on ne voit même pas son mouvement, mais surtout qui ne va laisser aucun bruit, parce qu'on aurait pu faire un effet en mode... Tu vois, il se déplace hyper vite. Mais non, pas du tout. On parle de Toji Fushiguro, le tueur d'exorcistes, un assassin professionnel qui arrive juste comme ça et on voit même pas sa tête, juste un coup et c'est terminé. Même pas la peine de le voir. Toji Fushiguro est lâché et il est prêt à tabasser de l'exorciste. C'est la folie de Shibuya. On ne sait même pas il est dans quel camp, on ne sait même pas ce qu'il va faire. C'est l'électron libre de Shibuya. Et vraiment, le personnage est magnifique. Vraiment, Toji. Voilà, parce que c'est vraiment un cas particulier, étant donné qu'il n'a même pas d'énergie occulte, il n'est même pas, franchement, considéré comme un classe S, classe 1 ou autre. Voilà, il est hors catégorie. Mais bien sûr, quand on en revient aux classes 1, vu qu'ils vont être au centre de cet épisode, on a tout d'abord Nanami, puisque Nobara va affronter le bonhomme qui avait tué tous les assistants en rigolant, quelqu'un de détestable, mais qui a l'air de kiffer sa vie, donc voilà, on est un petit peu de son côté, ou pas du tout, peut-être pas. D'ailleurs, n'hésite pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner ton avis en commentaire sur tout ça, et même sur lui, et t'abonner si tu n'es pas encore abonné, car chaque semaine, on parle de Jujutsu Kaisen. Une Nobara qui aura l'air un peu faible, étant donné que elle va donner beaucoup de coups de clous et elle arrivera même pas à protéger son assistante entre guillemets, mais ça en fait c'est dû au fait que la personne en face d'elle a un sort assez particulier. Comme on le verra, même si on ne connaît pas réellement son sort, bah tu vois, quand il va y avoir le plafond qui va s'effondrer, il va regarder un petit peu comme ça, il va faire comme si en fait il était sûr que rien ne le toucherait. Est-ce qu'il a l'infini? Bon, non. Sûrement pas, mais il a quelque chose qui le protège, puisque même quand il se prendra le coup de Nanami, il le dira, sans son sort, alors c'était finito. Voilà, et c'est pourquoi Nobara, si elle a même pas réussi à toucher son ennemi, c'est vrai, elle avait l'air un peu faible, mais c'est normal dans un sens. Je vous rappelle que ce qui est fort chez Nobara, c'est aussi, surtout, en fait, dès qu'elle a un contact avec la personne. Pouvoir justement avoir à retardement ces clous qui commencent à tout péter. Bref, donc c'est après une magnifique scène de torture où ce blond un petit peu fou qui va planter les fesses de l'assistante, il aurait pu planter n'importe où, mais bon après c'est un choix comme un autre. Donc Nanami va arriver et purée, cette scène, j'en parlais en intro, mais quelle folie, la démarche était là, il était là, le patron, il a enlevé la cravate, il l'a attaché sur son poing, et même son sort qui lui permet de faire des coups critiques, je pense que l'autre l'a senti passer, hein. C'était franchement une scène magnifique où le Nanami était, en plus de ça, terrifiant. Et c'est vraiment le mot, un véritable mur qui s'est dressé face à l'ennemi, des coups qui ne le faisaient même pas vaciller, même un coup de couteau, ça ne lui a même pas coupé ses lunettes, ça n'a absolument aucun sens. Ok, je veux bien que son corps soit résistant, mais ses lunettes et sa chemise, mais non, c'est un véritable monstre, je m'en fous de la logique. Quelle folie de le voir là, tabasser l'ennemi, même l'interroger, et en plus, c'est n'importe quoi, il avait tellement la haine, il a réussi quand même, Nanami, à sauver Chiji, donc l'assistant qu'on voit assez souvent avec les petites lunettes et tout, mais là, il s'est déchaîné. Mais il lui a posé une question, et si on remarque bien, il lui a juste posé une fois, il n'a même pas cherché à connaître la réponse, il l'a juste tabassé. Et c'était beau, bien sûr, aidé un petit peu par Nobara, alors que il y avait un petit coup en traître qui arrivait par derrière avec une épée. Mais voilà, l'assistant est vivant, car avant, il était un exorciste, et ce que Nanami demandera, c'est que Nobara n'entre pas dans l'œil du cyclone, l'endroit
où a lieu véritablement les gros affrontements, car il faudra être au minimum un exorciste de classe 1. Et là, on a vu toute la différence entre même quelqu'un qui est recommandé pour être classe 1 et un véritable classe 1. Nanami est hyper flippant. Ça fait vraiment plaisir de le voir mis en valeur de cette manière, parce que la dernière fois il était face à Mahito, et Mahito c'est un classe S, et en plus il a son extension de territoire. Nanami il a rien contre les extensions de territoire, donc c'était compliqué pour lui. Il pouvait paraître un petit peu faible à ce moment-là, mais c'est juste que il faut le garder en tête en fait. Mahito, il est juste beaucoup trop fort, il peut one-shotter les personnes juste en un coup, hein. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui seraient restées vivants face à Mahito, c'est parce que c'est Nanami, il a réussi à esquiver chacun des coups. Donc on va même voir ça du côté de Mei Mei avec son combat qui est juste skippé en fait. Et plus important, c'est qu'on verra bien sûr la force nécessaire pour être un classe 1, ce qui est impressionnant parce que même Ino, le sbire donc de Nanami, enfin celui qui traîne avec lui avec la cagoule, bah, il aura dit donc au début de Shibuya que Yuji a une force similaire à celle de Nanami. C'est pour te dire aussi la force qu'a Yuji. Mais bien sûr, donc en plus de la force, pour être un véritable classe 1, il faut aussi une certaine intelligence. Et ça, on le verra du côté de Mei Mei, où elle comprendra directement qui est son ennemi. Même, elle comprendra que c'est une personne qui tue les gens juste en posant une question au début. Mais c'est ça qui fait la différence. Et lorsqu'elle croisera Geto, elle comprendra tout de suite tout ce qu'il est en train de se passer. Mais c'est vrai que c'était drôle d'avoir le petit flex sur Gojo lorsqu'elle se dira est-ce qu'il est allié à Gojo, et après non, bah non, Gojo il n'a pas besoin d'allier, il n'a pas besoin de faire tout un théâtre bizarre, non, lui s'il veut il tue tout le Japon d'un coup. Et ça c'est ouf, hein. Je te dis, à partir, c'est dingue, mais Gojo il a été scellé, mais chaque épisode on continue de parler de lui. Et on continue de le saucer, on continue de dire qu'il est incroyable. Et c'est ça qui est complètement fou, en fait. C'est que même s'il est scellé, le personnage de Gojo est de plus en plus charismatique et de plus en plus important. Et ça montre même l'écart de niveau qu'il y avait entre Gojo et les autres. Mais bref, donc Mei Mei va se retrouver face à un fléau, le fléau de classe S de la variole, et dans une extension de territoire. Elle a entraîné sa force physique parce qu'apparemment elle ne se bat qu'avec ses corbeaux, pas quelque chose de spécifique à son corps, avec de l'énergie occulte, et reste à voir comment elle va s'en sortir. Ça paraît assez compliqué, mais on a donc ça, des classes 1 qui sont en train de briller, de nous montrer le véritable niveau qu'il faudra avoir pour pouvoir rester en vie à Shibuya, bien évidemment. Et c'est tout simplement même le top niveau, vu qu'on n'a plus donc Gojo de notre côté. Et je sais pas pour vous, mais pour moi, à ce niveau précis de l'histoire, bah, parmi notre trio de personnages principaux, c'est vrai que c'est plus Megumi que je vois se rapprocher d'un classe 1, donc en termes de réflexion, mais même en termes de force aussi, puisque c'est ce qu'on nous montre des classes 1 lors de cet épisode. Bref, encore une fois, Shibuya est magnifique, ça rend justice au manga et c'est beau, purée c'est beau, ça donne envie de revoir les épisodes, je peux me les retaper juste après. Et n'oubliez pas qu'on a quand même 18 épisodes, donc on va manger. Et ce n'est en plus donc que le début. Parce que jusque-là, ils se sont battus contre des assassins, contre des fléaux plus ou moins random. Mais là, on arrive à la crème de la crème. On arrive au frère embryon maudit qui est face à Yuji. Et son premier combat peut véritablement commencer. Le premier véritable combat de Shibuya. Et ça va être magnifique. My best friend!